Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Radio Fringale, deuxième émission preview du Tour de France. Petite émission spéciale, ce soir on a enfilé nos costumes de chroniqueurs cinéma, de chroniqueurs séries et on va débriefer un petit peu ce qui est sorti sur Netflix la semaine passée. Tour de France au cœur du peloton. Netflix a décidé de milquer auprès du Tour de France. On va nous aussi essayer de milquer auprès de Netflix. Vous connaissez les poissons pilotes, tout ça. C'est notre boulot. Pour m'accompagner ce soir, pour discuter de cette série qui est sortie, comme je le disais, la semaine passée, c'est Titien. Salut Titien, tu reviens du Festival de Cannes, on m'a dit, donc t'es chaud. Salut tout le monde, ouais, je suis surtout chaud et bouillant parce que le Tour de France approche à grands pas, hein. On est à quasi 2 semaines et demie du départ du Tour de France et c'est vrai que moi j'ai hâte, je compte les jours jusqu'à ce que ce grand événement qui est un peu le centre de la saison cycliste et de mon année en tant que suiveur de vélo aussi. Et franchement, c'est chouette d'avoir eu pour patienter et se mettre en bouche finalement cette série faite par Netflix. Alors voilà, il y a des bons, il y a du moins bon dans cette série, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir de se plonger dans 8 épisodes qui, dans tous les cas, nous permettent de nous replonger dans ce qui s'est passé l'année dernière en Super Tour. Et voilà, ça m'a bien fait patienter avant le Tour, donc je suis content de pouvoir débriefer ça avec toi ce soir. Parfait, oui, nous ne sommes que deux, un duo de chroniqueurs cinéma pour vous ce soir, mesdames, messieurs. Alors, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre. Il y a plein de choses qui arrivent avec le début du Tour de France, donc voilà, il faudra être connecté. Si vous nous connaissez déjà et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, pareil, à nous rejoindre. On va essayer d'aller chercher bon an mal an les 2000 d'ici le début du Tour. Ce serait exceptionnel pour nous, donc on compte sur vous et on passe sans plus attendre à ce pourquoi nous sommes réunis ce soir, c'est-à-dire la série. Alors la série Titien, sortie jeudi dernier, elle reprend l'histoire du Tour de France 2022. On a 8 épisodes qui durent entre 35 et 45 minutes. Et durant ces 8 épisodes, on retrace les différentes étapes du Tour de France. On a des insides, on a des interviews des coureurs, on a des journalistes professionnels qui racontent ce qui se passe. On a d'anciens coureurs qui sont là aussi, des DS. Il y a du storytelling, Netflix, tout ça. Et derrière magnifique projet, et nous on va donner un petit peu notre avis. Alors on a décidé de diviser l'émission en 3 parties. Une première partie, ce qu'on a aimé, une deuxième partie, ce qu'on a moins aimé, et là attention, va falloir sortir le chéquier parce qu'on a des trucs à dire. Et pour terminer, vu qu'on est quand même sympa, on va donner des pistes d'amélioration à Netflix. D'ailleurs les gars, si jamais vous avez besoin pour la série, peut-être pas 2023, c'est un peu juste, mais 2024, vous nous appelez, nous le storytelling, on le fera, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on fasse les voix off aussi, on fera mieux que les voix off Pro Cycling Manager. Enfin non, pardon, je m'emballe un peu, je veux pas spoiler. Oh là là, ça commence, ça tire à balles réelles dès le début. Hein. Je me retiens. Alors, ce qu'on a aimé, écoute, Titien, je te propose de prendre la parole. Qu'est-ce que cette série t'a apporté? Qu'est-ce que tu as kiffé durant ces 8 épisodes? Bon, déjà, j'ai kiffé la série. Je remercie Netflix pour avoir sorti une série comme ça, parce que tout simplement, ça fait plaisir. Ça va donner une grande visibilité au cyclisme, qui est vraiment le sport dont je suis fan depuis que je suis tout gamin. Donc franchement, c'était un vrai plaisir de voir ce sport mis en avant de manière finalement aussi moderne. Voilà, le cyclisme, ça reste encore, je pense, dans l'esprit de beaucoup comme un sport assez traditionnel. Et voilà, je pense que c'est pas plus mal. Ça lui donne un peu une touche de modernité. Je pense que tu es d'accord avec ça. Carrément. Et puis voilà, franchement, le principal argument pour moi en faveur de cette série, il est sur la scénarisation. Netflix, ils savent y faire. Franchement, ils savent très très bien y faire et ils ont fait un travail de ouf là-dessus. Cette série, je la trouve vraiment, en tout cas sur le côté épique, très très bien faite. Il y a une ambiance, voilà, ils arrivent à créer sur des micro-détails, ils arrivent à créer un peu des enjeux et la musique est très bien. Voilà, ça te fait monter en pression sur les épisodes et même moi qui, je connaissais parfaitement le scénario de chacune des étapes, je me suis pris au jeu et voilà. En tout cas, je voulais vraiment mettre ça en avant parce qu'ils savent y faire et je pense que c'est une série qui arrive facilement à nous scotcher sur le canapé et qu'on peut regarder d'une traite. Voilà, il y a de l'enjeu à chaque épisode, donc très bon point pour Netflix. Je sais pas si t'es d'accord là-dessus, mais moi je leur tire le chapeau là-dessus. C'est vrai qu'on est content de voir la plus grosse plateforme de streaming qui parle de vélo et qui met en sport, comme tu l'as dit. Clairement, ça lui met un petit coup de jeune. Alors, on a des coureurs qui, déjà, depuis plusieurs années, mettent un coup de jeune au vélo et c'est super. Là, du coup, ça
espérant que ça puisse populariser un peu tout ça. Ça arrive aussi au bon moment dans le calendrier, hein, ça fait monter la pression, comme tu l'as dit, avant le tour. Histoire qu'on. Enfin voilà, on est déjà chaud, hein, on n'a pas trop besoin d'être chauffé plus que ça, mais ça donne du grain à moudre pour patienter. Et puis, pour compléter ce que tu disais, moi j'ai bien aimé les images. Je les ai trouvées super belles. Je trouvais qu'on avait des belles images. Alors, il y a des images de France Télé qui sont reprises des courses, mais il y a aussi d'autres images. On a des caméras vues à la première personne là, qui sont posées sur l'avant des vélos. Quand ça chute, quand ça frotte et tout, c'est super impressionnant. Par exemple, moi qui n'ai jamais roulé en peloton, alors, j'avais entendu notamment lorsqu'il y avait eu la chute sur Paris-Roubaix, notre ami Degenkolb, si j'ai pas de bêtises. Oui, John Degenkolb. Ça t'avait marqué, hein, ça t'avait marqué. C'est un peu le mec qui s'en souvient plus parce que j'ai digéré la pile, non je rigole. Mais il y avait cette discussion de est-ce qu'ils ont entendu la chute ou pas. Et en disant Wout van Aert quand il attaque il a forcément entendu la chute. Là ce qui m'a fait halluciner c'est le bruit que font les chutes quand les coureurs tombent là sur les caméras à la première personne, c'est exceptionnel quoi. Vraiment l'impression que genre ça fait un bruit de dingue et tout, les vélos qui tombent, voilà. Donc j'ai trouvé ça dingue. Et puis ouais, même l'histoire de placement, de frottement, y a, comme tu disais, sur des micro détails ils arrivent un peu à faire monter la sauce. Bah là c'est vrai qu'il y a des moments où on voit où ça frotte et tout, c'est assez intense. Puis ouais, très belles images, hein. Je pense qu'ils avaient toutes les images de tous les réals du monde, de toutes les chaînes du monde, donc ils ont fait bien plaisir et ça franchement c'était kiffant. Après, j'ai aussi bien aimé. Alors, les insides, c'est un peu. On va en reparler aussi dans ce que j'ai pas aimé, mais malgré tout, il y a eu 2 insides qui, moi, m'ont touché dans ce documentaire. Alors, la première, c'est le discours de Madio après les Alpes, où Gaudu a pris un peu cher à l'Alpe d'Huez, il est pas au top du top, et Madio parle à ces gars-là. Et moi, voilà, pour être très honnête avec vous toutes et tous, Madio, c'est pas forcément un gars que je trouve. Enfin, voilà, qui me fait que ça. Je trouve qu'il fait un peu cake et des fois, je le trouve pas forcément vrai. Et là, en fait, il parle vrai et ça se sent et on voit un peu le vrai bonhomme que c'est. Parce que les moments où il est face caméra, où il fait son petit regard en mode hey, comme ça, t'as pas envie de lui dire oula, calme-toi, Marco. Enfin, genre, mollo. Mais là, il est debout face à ces gars au moment du briefing en leur disant mais les gars, si on veut y arriver, on va y arriver. Enfin, vraiment, c'est intense, c'est beau et tout. Et on sent qu'en plus, c'est pas que de la gnognotte. Enfin, genre, il y a vraiment un vrai truc derrière. Et puis, la deuxième inside qui m'a le plus laissé sur le cul, c'est Jonas qui laisse la victoire à Wout, lors du dernier chrono. Alors ça, j'étais complètement passé à côté. Pour moi, genre juste Jonas, bah voilà, il avait été un peu moins fort que Van Aert et je trouvais ça d'autant plus logique aussi. Et là, les voir à la fin, quand il se check et tout, surtout que peut-être tu nous en reparles après, Titien, mais l'inside qu'on a sur l'étape que Wout gagne au début, là où Jonas est pas trop content et tout, enfin les voir comme ça à la fin, se prendre dans les bras. Et Wout qui a les larmes aux yeux et tout en disant putain il m'a laissé gagner, ça permet aussi peut-être de comprendre pourquoi il a laissé gagner Laporte cette année et tout le monde a un peu lui est tombé dessus là quand il le laisse gagner dans la classique en mode ouais bah il peut la gagner, ça lui fera une de plus au palmarès, on n'est pas là pour laisser gagner les autres non plus tout le temps, enfin bref ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur lui et franchement ça fait partie des 2 insights qui m'ont marqué. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, ça humanise la Jumbo Visma qui semble sinon un peu une armée robotique dans le peloton. Non, je suis d'accord, c'était intéressant. Juste pour revenir sur ce que tu as dit, en fait, pour moi, effectivement, un des gros points forts, c'est l'immersion pas dans la course en tant que telle, mais dans le peloton. Voilà, on est vraiment au cœur des bruits, des sons, des couleurs, voilà, c'est très très beau et c'est très impressionnant. Alors, c'est des images qu'on a souvent à la télé, mais là, c'était vraiment pas mal retranscrit et j'ai ressenti vraiment à travers mon écran toute l'adrénaline que pouvaient ressentir les coureurs. Et ça, c'est quelque chose qui a bien fait ressortir Netflix dans sa série. Après, tu parlais des insights. Alors, pour moi, c'est un point d'amélioration, mais on en parlera plus tard. En tout cas, il y a quand même eu 2-3 insights intéressants. Et notamment, effectivement, sur la 4e étape là, qui menait à Calais, je crois, où Wout van Aert et la Jumbo font un gros coup dans le Cap Blanc-Nez. En fait, moi, je pensais que quand Wout van Aert était parti tout seul, c'était le plan de l'équipe. Et en fait, il s'avère qu'on voit que Jonas était un peu déçu que Wout ne l'ait pas attendu, que ça avait alors de légères tensions. Je ne sais pas à quel point ça a été monté en scénario par Netflix, mais voilà, c'est des choses auxquelles, comme ce que tu as dit aussi avant, je ne m'y attendais pas tellement. Et voilà, on a quand même appris, voilà, même en tant que, on va dire, suiveur très assidu du cyclisme, j'ai quand même appris 2-3 trucs sur cette série, donc ça c'est pas négligeable, donc effectivement ça c'était plutôt appréciable. Je continue si tu veux sur un moment que moi j'ai pas mal apprécié. Ouais.
En fait, voilà, le Tour de France, ça va tellement vite et on porte assez peu d'attention finalement sur ceux qui sont derrière, sur ceux qui galèrent. Voilà, on est souvent concentré sur la course aux victoires d'étape, au maillot jaune, maillot vert, maillot à pois, tout ça. Et en fait, on se rend pas compte que le Tour de France, c'est tellement énorme que c'est pas seulement une course à être le premier, mais c'est également parfois, pour beaucoup de coureurs, finalement, de la survie. Et c'est très bien symbolisé par l'étape qui arrive au sommet de l'altiport de Péragude, si je dis pas de bêtises. L'avant-dernière étape de Pyrénées où on voit Fabio Jacobsen, le sprinter de l'équipe Quick Step, bah voilà, qui arrive 17 secondes avant les délais. Et j'ai trouvé l'immersion assez sympa dans le fait que voilà, tu vois que le directeur sportif, au bout d'un moment, malgré le fait qu'il ait demandé à son équipe de l'attendre, bah il doit faire un choix difficile. C'est-à-dire, je veux pas que mon équipe soit tout hors délai. Bah écoute, il faut abandonner le sprinter, il va se débrouiller. Et puis finalement, il s'est débrouillé tout seul. Il est allé au bout de lui-même. Et il passe la ligne avec 17 secondes d'avance sur les délais, juste devant la voiture balai. Bah voilà, il dit que pour lui, c'est pas une victoire, mais vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est mis en avant et qui met en avant finalement ce statut de héros de chacun des coureurs du Tour, au-delà du fait que certains gagnent, certains sont plus forts que d'autres. Tous, sur 3 semaines, réalisent quand même un exploit monumental. Et voilà, j'ai trouvé ça quand même sympa de la série de le mettre. Ça donnait pas mal d'émotions et ça donnait un second regard sur la course au lieu simplement d'une compétition. C'est également voilà, une grosse épreuve de force et d'endurance. J'avais vu la petite interview de Sénéchal à l'arrivée, mais c'est vrai que là, quand tu la revois avec la sauce qui est montée juste avant, là, quand il dit là, j'étais derrière lui en Pologne et tout, j'ai vu son visage complètement détruit. Enfin bref, on va pas tout spoiler, mais c'est super touchant et tout. Tu sens quand même que même si les mecs, c'est des machines à rouler, que machin, que truc, qu'ils sont. Ah voilà, il y a quand même. Ils vivent des émotions fortes et ça, c'est clair que voilà, c'est quelque chose, en tout cas sur certains moments qu'on a pu ressentir fortement dans ce documentaire et c'était plus. Et t'as compté le nombre de fois où ils ont montré la chute en Pologne de Jacobsen sur le. J'ai l'impression qu'ils l'ont mis au moins 5-6 fois. Ouais, sur au bout d'un moment, t'as envie de dire, bon, on l'a vu quoi. Hein. Enfin, ils ont bien insisté là. Après, c'était dans leur storytelling sur lui, mais bon, je suis pas sûr que de mettre 5 fois l'image d'une chute, ça vend du rêve sur le vélo. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un peu répétitif. Bah après, tu sens que, comme tu le dis, hein, c'est côté storytelling, ça fait aussi. C'était impressionnante et tout. Enfin, voilà. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux souligner en positif ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie ? Juste un dernier truc, j'ai bien aimé aussi qu'on se concentre. Alors, parfois un peu trop, mais c'était quand même sympa de voir un peu toute la construction et la tension qu'il peut y avoir à l'approche du sprint. Ça aussi, c'était plutôt. Alors, parfois c'était bien fait, parfois c'était un peu moins bien fait. Mais voilà, effectivement, les étapes de sprinter, c'est jamais celles qui attirent le plus sur un Tour de France. On pense beaucoup aux étapes vallonnées, aux étapes de montagne. Mais voilà, ça a montré à quel point aussi les sprinters, c'est des guerriers, c'est des mecs qui débranchent le cerveau. Et voilà, il y avait une petite tension à monter sur cette série là-dessus. Et voilà, c'est bien de montrer aussi que ces coureurs-là, même si voilà, on a l'impression qu'un sprint, c'est juste 200 mètres, bah voilà, c'est toute une préparation pour être bien placé, etc. Et surtout, c'est un énorme stress, une montée d'adrénaline et une prise de risque incroyable de ces coureurs pour aller s'imposer. Donc voilà, c'est un des derniers trucs que je voulais mettre en avant dans ce que j'ai aimé sur la série. Pour faire la transition, je vais donner une petite spoiler alerte. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop le vélo et qui ont l'impression qu'un sprint, ça se met en place à 50 bornes de l'arrivée et que c'est la folie dans les 50 derniers kilomètres, non, allumez la télé à 10 minutes, 10 km de l'arrivée, si vous n'avez pas trop le temps et que vous n'êtes pas un aficionados, vous ne raterez rien, hein, normalement, il n'y a pas de souci, donc ne vous inquiétez pas. Alors moi, je vais pouvoir dire ce que j'ai pas aimé. Alors j'ai une petite liste, quand même, Titien, mais je crois qu'on en a en commun, donc on va pouvoir se les partager. Alors pour commencer, il y a deux choses. Je vais commencer avec les petits trucs comme ça, là, tu vois, les petites poussières dans l'œil, là, et puis après on ira directement à là où il faut amputer. Alors, j'aime beaucoup Steve Chenel. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est que je trouve qu'il a un côté fun, nature peinture, comme on dit dans le milieu. Voilà, on s'amuse, il parle, tu sens qu'il est pas trop cadré et c'est super cool et ça donne une vague de fraîcheur au vélo parce que c'est pas un mec qui dit tout ce qui passe par la tête et qui connaît rien, c'est un mec qui fait du vélo un moment, qui est vraiment un mec ultra sympa. Pour l'avoir rencontré en plus à Besançon là après la manche de Coupe du Monde, enfin il est top, hein, voilà, vraiment. Mais alors par contre, Netflix, prenez Steve Chenel, c'est pas pour lui foutre un prompteur devant les yeux et qu'il le lise comme s'il parlait normalement. Vous avez entendu Steve Chenel commenter une course, là vous vous rendez compte qu'il était
au tableau en classe et qu'on lui disait Steve, est-ce que tu peux lire le chapitre 4 s'il te plaît? Et que ça avait rien à voir. Hein. Et que Steve, il a essayé de donner son meilleur côté théâtreux pour donner du fun dedans. Putain, si vous voulez un mec qui parle bien en lisant un prompteur, je suis sûr qu'il y a plein d'autres commentateurs qui le font super bien. Et en fait, moi, toutes les forces de Steve Chanel, on les retrouve pas. Et c'est dommage. Et je trouve qu'au fur et à mesure des épisodes, c'est mieux. Mais alors, je sais pas si c'est parce que je m'y suis habitué, mais alors le premier épisode, j'en pouvais plus. Et le deuxième truc, alors là, par contre, faut arrêter de suite, messieurs, dames. La voix off de Pasteur. Putain, mais on a eu des commentaires de ouf pendant ce tour, dans des moments de ouf où on les avait en live et tout. Enfin, et ça, on pourra peut-être en reparler dans les moments épiques. J'ai un truc à dire. Là, franchement, les voix off en mode Pro Cycling Manager et tout basique, juste des trucs de la course, mais enfin. Dans ce cas-là, je sais pas, faites-le vraiment en mode voix off et pas en mode c'est le mec qui commande la course qui dit oh là là, regardez comme il remonte sur le côté alors qu'on est à 15 bornes de l'arrivée et que jamais de la vie il dira ça à ce moment-là. Enfin, genre ça fait juste fausse voix off et moi j'ai trouvé que ça plus Chanel, ça faisait vraiment une base de. Ça me mettait un peu en. Je trouvais ça un peu malaisant quand. Et là, et je trouvais ça dommage parce que je suis sûr que. Dans l'attaque de Jonas Vingegaard dans le Grammont, tu mets les. Voilà, tu fais comme Claude. Voilà, je le dis maintenant. Je le dis maintenant parce que voilà, faut que je le dise. Tu fais comme Claude. Tu crées une vidéo qui s'appelle Fringale au Granon. Tu fais un mix de Pasteur, Jalabert et Marion Rousse et des commentateurs anglais quand Jonas il dépose Pogacar. Je peux te dire que là, tu les as les poils. Il y a aucun problème. Là, franchement, de temps en temps, on avait un peu les commentaires en live qui revenaient. On entendait un peu Marion Rousse, un peu Jalabert. Mais le reste du temps, c'était pas folichon, quoi. Et dans leur volonté de faire un truc épique, là, pour le coup, je trouve que ça mettait du plomb dans l'aile à l'épicness de la série, quoi. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, et pour moi, ils ont eu tout faux là-dessus. En fait, on en reparlera après dans les points noirs, mais cette série, elle n'est pas du tout là pour faire de la pédagogie, elle est surtout là pour apporter de l'émotion et scotcher le téléspectateur sur son canapé. Et pour ça, tu choisis un mec comme Steve Chanel qui est très naturel dans ses commentaires de tous les jours et qui apporte beaucoup d'émotions. Et bah là, il peut pas se servir de son naturel et de ce qu'il fait bien d'habitude. Et puis Pasteur, évidemment, qui sur le coup apporte beaucoup d'émotions. Et là, moi, je sais pas, hein, pour avoir joué au jeu du Tour de France là, sur la Play. Quand j'étais petit, je jouais au jeu de Formule 1 et je me souviens que voilà, j'entendais le directeur sportif, mais avec une voix d'une vieille radio. Enfin, je sais pas, c'était très très. C'était très très bizarre et pourquoi ce choix, je ne sais pas. Mais écoute, bon, voilà. Moi, j'ai un autre. Ouais, attends, si vous avez joué à Jonah Lomu Rugby de 98 avec les commentaires de légende là, quel coup de pied de mammouth, il est presque sorti du stade. Ouais, bah, c'est exactement creuse ça. Comme une taupe en colère. C'est genre ils auraient pu prendre le mec hein, parce qu'il aurait fait mieux, mais enfin bref. Voilà, petite dédicace. Alors moi j'ai un truc, on reste dans les petites remarques pour l'instant. Une petite remarque, c'est des images qui sont mises à l'écran parfois incohérentes avec ce qui est raconté et l'émotion qui est mise à l'écran. Je prends 2 exemples. À un moment, une préparation du sprint avec Jasper Philipsen, ça monte crescendo, ils montrent qu'ils sont à, je sais pas, 500 mètres de l'arrivée, que le sprint ça va se lancer, et tu arrives sur un écran où Philipsen, il est tranquillement en train de remonter à l'arrière du peloton, mais tu vois qu'il fait aucun effort, le gars. Et là, dessus, la tension est à son comble, Philipsen semble très bien. Mais pourquoi avoir mis des images comme ça? C'est pareil. À un moment, tu as ça, on peut en parler après aussi, mais le faux duel entre. On peut faire la transition, c'est parfait. Ouais, je ferai la transition, mais voilà, en fait, c'est un autre aspect négatif de la série, je trouve, qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des histoires. Par exemple, l'exemple, ils prennent le duel entre Geraint Thomas et David Gaudu, mais on sait tous très bien, en ayant vu ce Tour de France, qu'il n'y a pas eu de duel. David Gaudu, il était à 3 minutes derrière Thomas, et en plus, il l'a jamais devancé dans aucune étape de montagne, donc il y avait pas de duel en fait. Est-ce que t'as cramé, Titien, que quand il commence il montre au début minutes du classement général, quand ils commencent à créer leur espèce de faux duel entre les deux, re-regarderez mais ils mettent plus les minutes du classement général. Ils mettent que l'ordre. Et tu vois Gaudu, tu sais, qui remonte avec Quintana, mais t'as absolument aucune idée de à combien ils sont. Parce que si tu vois que Thomas, qui se bat pas du tout pour la victoire,
final, il est à 3 minutes du premier et Godu, il est à 3 minutes derrière lui. Tu te dis, mais en fait, entre le 3 et le 4, il n'y a pas match non plus. Ben, vous regarderez bien. Et du coup, ça me faisait halluciner. Je me disais, oh putain, Godu, il est revenu si fort sur Thomas pour qu'ils en parlent comme ça. Et là, tu regardes à ce moment-là les minutes, il n'y en a pas. Il y a juste les places. Non, mais et du coup, bien, c'est relié avec l'incohérence dont j'avais parlé avant. C'est-à-dire que, pareil, David Gaudu revient sur Geraint Thomas, tu les vois à fond dans l'effort. David Gaudu revient. Et puis d'un coup, tu arrives sur un plan où David Gaudu, il est tranquillou bilou, les mains posées sur le guidon, et avec un commentaire qui dit « Ah, il semble vraiment très bien, il est en train de revenir ». Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a quelques choix d'images qui m'ont paru un peu bizarres. C'est pareil, des fois, tu voyais, à un moment, tu vois Pogacar et Vingegaard sur l'étape de l'arrivée à l'altiport de Péragud, ben, ils sont quasi déjà dans le sprint. Et puis après, tu reviens sur une image où ils sont dans la roue de McNulty. Enfin, tu vois, j'ai trouvé ça quand même bizarre dans le montage. Enfin, moi, ça m'a perturbé et je pense pas avoir été le seul là-dessus. Donc, ça, pour moi, on pourra en parler dans les axes d'amélioration, mais donner un peu plus de cohérence. Et puis derrière, alors ça y est, on va rentrer dans. Je peux démarrer si tu veux, sauf si t'as encore des. Ouais, juste pour compléter là par rapport à ça, c'est ce côté rendre épique des trucs qu'il pas forcément. Et ne pas avoir peut-être tiré profit parce que, putain, quand même, les gars, on a eu de France 2022. Moi, perso, depuis que je suis né, c'est pas loin de celui que j'ai le plus kiffé, genre avec 2019 parce qu'on est français, quoi, tu vois. Mais genre, c'était fou. C'était incroyable ce Tour de France, il était incroyable. Et du coup, en fait, là, j'ai l'impression que les mecs, ils ont fait ça comme si c'était sur un Tour de France de l'époque où on se faisait chier et qu'ils se sont dit, bon, les gars, on se fait chier pendant le Tour de France tous les ans, on va mettre un truc épique. Et putain, non, depuis quelques années, justement, on se fait beaucoup moins chier, les courses sont vachement plus intéressantes. Et là, mais c'était une mine d'or, quoi. Et donc des trucs épiques, il y en avait à l'appel. Et on était en effet pas forcément obligé de créer des semi-trucs épiques pour venir nourrir l'histoire qu'on voulait donner, quoi. L'histoire du Tour 2022, elle est légendaire. Et ce qui est un peu dommage, et ce qui me fait peur moi là-dedans, c'est que vu que Netflix a fait un docu là-dessus, j'aimerais pas que l'histoire du Tour 2022 devienne l'histoire du docu Netflix. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que genre l'histoire était encore plus belle que celle-là et ce serait dommage que genre dans 20 ans on se souvienne du Tour 2022 à travers le docu Netflix. Voilà pour la partie image. Ouais, mais je suis d'accord avec toi et je trouve que ce qui résume bien le Tour de France 2022, c'est la vidéo qu'ils avaient montrée. Enfin, il y a une vidéo, normalement elle doit être sur YouTube, faite par la Société du Tour de France qu'ils avaient mis au moment où ils avaient dévoilé le parcours 2023, qui est une vidéo de 7-8 minutes qui récapitule tout le Tour de France et je pense qu'elle est trouvable sur internet et pour le coup celle-là, voilà, si vraiment quelqu'un veut prendre une logique de A à Z, il peut prendre cette vidéo-là comme référence. Donc moi j'ai 2 points noirs, je parlerai vraiment du plus important à la fin, mais le premier point noir, c'est les incohérences dans les choix de récit. Alors tu as commencé à en parler, mais on va parler de l'équipe EF et je pense que tu vas pouvoir rebondir là-dessus vu qu'on va te parler d'un de tes coureurs fétiches. Qui mais... Attendez, je lance la vidéo, bougez pas, j'avais pas prévu. Non, mais enfin, je sais pas, il commence à parler d'IF, il commence à parler de la relégation, alors après ça j'en parlerai vraiment dans le point le plus mauvais parce que je pense qu'on le partage tous les deux. Il parle de Bissegger, on est resté au moins 5 minutes sur Stéphane Bissegger, énorme favori du chrono, alors que bon, c'était un outsider parmi d'autres, le gars est parti dans les 10 premiers, il a fait 2 chutes, bon, franchement je pense que c'était un épiphénomène sur le début du tour, on en a parlé 5 minutes, et ensuite IF, ils ont eu quand même 2 énormes temps forts, ils ont eu cette victoire de Kort Nielsen, et en fait ce qui est fou c'est qu'au début du reportage on dit mais IF il faut gagner une victoire d'étape et tu te dis à un moment c'est sûr qu'ils vont arriver à Magnus, la délivrance pour IF, j'attendais que ça. On va voir les backstage et oh là là, on a quasi rien vu, on voit pas une seule image de la victoire de Kort Nielsen. Quelques jours après, le week-end d'après, t'as Bettiol qui a failli gagner une étape et qui échoue d'un rien face à Matthews. Ça pourrait pu faire un peu un truc dramatique sur cette équipe. Et non, la seule étape sur laquelle ensuite on s'est concentré sur l'AIF, c'est l'étape de l'Alpe d'Huez où Paoles, en fait, il se fait décrocher dès le premier kilomètre de la montée finale de l'Alpe. Donc on n'a jamais cru qu'il pouvait gagner l'étape. Voilà, enfin... Pour moi, là, c'est vraiment un exemple de l'incohérence du scénario de Netflix là-dessus. Enfin voilà, moi, ça m'a beaucoup gêné quand même. J'ai été un peu déçu. Et on va en parler après, mais cette série, elle est faite pour des spectateurs, finalement, qui sont pas forcément aguerris à tout ça. Et en plus, on les aide pas beaucoup avec le rythme. Ça, je pense que tu vas en parler après, mais on part d'une équipe à une autre. Enfin voilà. Donc, à la fois, il y a un rythme qui est compliqué, il y a des incohérences dans finalement le storytelling qu'on a sur les équipes. Donc, pour moi, c'est quand même un gros point noir. Je sais pas si tu l'as ressenti comme ça, toi aussi. Ouais, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai que l'histoire d'IF est clairement criante parce que Ineos,
On a le focus sur Ineos. Tom Pidcock, il gagne une étape. On a l'étape que. À la limite, j'en viens à me demander, parce qu'on a quasiment aucune image sur la victoire de Kort Nielsen, je me demande si cette étape, ils l'ont pas juste zappé. En mode genre, ils sont passés à une autre et ils ont pas d'image dessus. Enfin, c'est un peu bizarre, mais parce que franchement, tu veux faire une série épique, ton équipe, elle doit gagner une étape. Là, t'as un mec qui est pas le meilleur grimpeur du groupe, qui est décroché plusieurs fois dans la montée, qui fait un peu l'élastique, qui arrive à revenir, qui lance un sprint à la Magnus Cort Nielsen où il dépasse l'autre en plus au dernier moment. Tout le monde lance son sprint auto. Enfin, tu vois, je veux dire, cette victoire d'étape de Magnus, pareil, si vous l'avez pas vu l'an passé, allez la voir. Et je dis pas que ça parce que je suis ultra fan de Magnus Cort Nielsen, mais aussi parce que putain, c'est une putain de belle victoire d'étape. Il y a rien à dire. Il y a des victoires au sprint comme ça en montagne en plus, parce que ça arrivait sur une dernière rampe, c'était une montagne. Enfin, a pas eu 100 des étapes comme ça dans le dernier tour, où ça s'est joué sur une étape de montagne à un boyau. Enfin, un boyau, mais je veux dire, il y a la victoire de Pogacar sur Vingegaard à la planche. Je crois qu'après, les autres sprints, ils sont quand même vachement plus. On voit vite qui va gagner. Donc ouais, c'était pour moi suffisant à montrer. En effet, c'est un peu dommage, tu vois, à tel point, tu m'as rappelé en off juste avant, là, Bettiol. J'avais complètement zappé que Bettiol, il avait fait 2 d'une étape, et c'est vrai que j'aurais largement préféré voir Bettiol. En plus, l'étape était magnifique. Là aussi, il y avait des rebondissements, il se fait reprendre, machin, tout ça. On dit c'est bon, allez pour lui. C'était ouf ce final, c'était incroyable. Tellement mieux, en effet, que Paoles. Alors peut-être qu'on peut mettre en avant. Et puis Paoles, tu sais aussi en off avant, je me permets de te paraphraser, parce que c'est très intéressant. C'est pour moi, en plus, pas représentatif de ce qu'est Paoles. Alors l'an passé peut-être un peu plus, mais avec ce qu'il a fait cette année, Paoles maintenant, c'est un monsieur, quoi. Je veux dire, il est costaud partout et tout. Enfin, voilà, donc un peu déçu. Et avant qu'on rentre dans le gros du sujet, je voulais juste refaire un point sur les inside. Donc j'en ai donné 2 en points positifs, mais grosso modo, je les ai pas trouvés ultra folichonnes. J'avais préféré sur la série Movistar. J'ai l'impression que quand France TV fait un reportage inside, c'est beaucoup mieux. Bon là, France TV, ils sont partenaires de Netflix, ce documentaire, donc là, ils ont dû fournir autre. Mais je sais d'un ami là, Joe d'ailleurs, que je salue, que sur Formula One, qui est fait par les mêmes producteurs que Tour, et même réalisateur, je crois, donc qui est à peu près le même documentaire, mais sur la Formule 1. Les équipes, les écuries avaient vachement ouvert leurs portes au début, et la série a créé beaucoup de drama qui n'étaient pas forcément existants en interne ou autre. Sur les saisons suivantes, ils ont été beaucoup plus restrictifs dans les accès. Donc tu vois, je me dis, cumulé à Movistar, où on a quand même, dans la série Movistar, ils se sont pas fichés, on en a vu des dingueries, tu vois. Genre là, pour le coup, mon pote, niveau inside, on était servi. Au moins, ils sont transparents sur l'image de l'équipe. C'était tacos 3 viandes d'inside, il y a pas de souci. Tu vois, genre. Et du coup, je me dis, ça, plus Formula One, peut-être que là, les équipes c'est pas forcément Netflix qui a pas pu faire, qui a pas fait des inside folles, c'est peut-être juste les DS et tout qu'on fait. Par contre, on vous accueille, mais mollo les frangins, vous nous montrez les images avant, ça on veut pas, ça machin, ça truc, et voilà quoi. Donc c'est peut-être ça aussi pour clôturer sur cette partie inside et tout qu'on a vu. Et puis, un des gros points noirs en effet, comme tu le disais, c'est la pédagogie, et ça, il y a pas mal de trucs qui pour moi sont à revoir. Déjà, la présentation des équipes, on n'a pas au début, alors moi je m'attendais pas à ce qu'on ait un focus sur chaque équipe, c'est long, machin, tout ça, mais il y a 8 épisodes, un petit 1 minute avec en fond une image avec, tu sais, un peu graphique, là, tous les maillots de chaque équipe en disant, le tour c'est tant d'équipes, voilà, qui viennent de tant de nations, nanana. Derrière, quand on parle des budgets, peut-être montrer avec des graphiques très simples, et juste dire, et encore plus pour les novices, en gros, Ineos, c'est combien de fois le budget, ça représente quoi, enfin. C'est quoi IF, combien d'équipes dominent le cyclisme en termes de budget par rapport aux autres? Est-ce que dans le peloton, on a 10 équipes ultra riches et le reste moyennement? Il y en a 3 qui sont vraiment très très riches, après c'est un peu ventre mou, puis après il y en a vraiment qui n'ont pas de moyens. Enfin, et en plus, la question des moyens, elle revient hyper souvent. Et ça, tu vois, le relais pour parler ensuite parcours, de histoire d'étape, du classement général, tout ça, mais ça rentre dans cette espèce de bloc où tu sens que voilà, ils ont fait du sensationnaliste, ce qui est plutôt pas trop mal réussi pour le coup, c'est ce qu'on disait dans les points forts. Mais même pour des gens qui découvrent, je trouve qu'on n'a pas une super pédagogie là-dedans, on s'y perd un peu. Et le plus gros, du coup, classement général, victoire d'étape, maillot jaune, maillot vert, maillot à pois. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un maillot à pois après avoir ce documentaire, Titien? Non, mais moi je te rejoins totalement, et soyons clairs, cette série, elle s'adresse, le public qui est recherché derrière,
c'est des gens qui ne connaissent pas le vélo et qui connaissent le Tour de France parce que c'est le Tour de France. Mais voilà, c'est vraiment la cible. Enfin, nous, clairement, qui sommes des suiveurs assidus, c'est pas là qu'on allait. Voilà, on est content de revoir des images. Voilà, on est là pour analyser le truc. C'était très sympa et ça nous met un peu l'eau à la bouche avant l'édition qui arrive. Mais elle s'adressait pas du tout à nous, cette série. Et comment tu peux faire une série pour des gens, pour les intéresser au Tour de France et surtout au vélo, sans être un minimum, ouais, comme tu dis, pédagogue sur comment fonctionne le cyclisme et le Tour de France. Moi, je m'attendais vraiment au début à un truc un peu, ça m'aurait pas gêné qui est 10 minutes un peu explicatif. Alors certes, ça aurait été encore plus pour nous un peu laborieux, mais sur ce qu'est le Tour de France, sur son histoire, ensuite sur le parcours de l'année, comment ça fonctionne, quels sont les différents classements. Bah oui, le Tour de France, c'est pas seulement un classement général avec un maillot jaune. C'est voilà, il y a du prestige des étapes, il y a le prestige du maillot à pois, il y a les mecs qui ont le prix de la combativité, il y a une lanterne rouge. Enfin voilà, c'est quand même une série. Moi, très bien que tu suives des équipes, c'est très très bien. Enfin, c'est hyper intéressant, etc. C'est un angle c'est un très bon angle qui est pris ici pour générer surtout de l'émotion et du sensationnel. Mais tu parles du Tour de France et je trouve que c'est quand même très décevant de pas comprendre. Enfin, tu vois le mec d'IF au début, il dit bah voilà, nous on est mal là. Si on fait pas de points sur ce Tour de France, on va être relégué. Mais relégué de quoi? Comment ça fonctionne, etc. Enfin, moi, je trouve que si je découvrais le truc, ce seraient des questions que je me poserais à la fin de la série et sur lesquelles j'ai ici aucune réponse. Donc ouais, enfin, je sais pas. Moi, alors peut-être que vous nous direz dans les commentaires de la vidéo sur YouTube ce que vous en pensez par rapport à ça, mais moi, voilà, je suis quand même très, très déçu sur ce côté-là et je trouve qu'on repart avec beaucoup de questions en tête. Alors, certes, on a passé un super bon moment. Voilà, on a pu rester scotché. On s'est dit, ah ouais, le vélo, c'est trop bien. Je vais regarder. Je pense qu'ils auront gagné sur ce pari-là. Mais par contre, voilà, il manque quand même cette petite quantité d'infos qui serait sympa de donner à des gens qui découvrent ce que c'est le Tour de France et le fonctionnement du cyclisme professionnel, des équipes, etc. Voilà. Donc c'est le point noir pour moi, c'est le petit coup de gueule sur cette série qui n'y enlèvera pas les qualités de storytelling qu'elle a pu avoir, mais il y a ce manque, je trouve, qui rend la série un peu parfois difficile à suivre. En plus, voilà, on est sur une équipe, on avance jusqu'à la 15e étape, on bascule sur une autre équipe, on retourne à la 10e étape. Voilà, en plus derrière, le rythme parfois n'est pas forcément facile à suivre. Ce qui fait que voilà, plus de pédagogie pour une cible de gens qui ont besoin de bien comprendre les tenants et aboutissants de cette compétition et de ce sport en général, bah, ça aurait été bien quand même. Totalement, parce que moi, après les deux ou trois premiers épisodes, je suis persuadé que Wout van Aert va gagner le Tour. Hein. Genre, clairement, c'est la jeune star du cyclisme mondial à l'aise partout, machin. Vu que je sais pas qu'en montagne, il est un peu léger et que machin, je me dis... Alors après, oui, on dit en fait... Et là, tu dis, mais lui, c'est la jeune star du cyclisme mondial, tout le monde lui mange dans la main, mais en fait, en même temps, il a 2 leaders derrière, mais alors pourquoi? Faut gagner des étapes, des machins, enfin tu sais, vraiment, c'est... Moi, sur cette partie-là, j'ai vraiment essayé de me poser en mode... je découvre le vélo, et ça, clairement, je sais que si j'avais pas connu le sport, c'était un gros problème pour moi. Genre, j'aurais été perdu, donc voilà. Donc bon, dans les pistes d'amélioration, Titien, je pense que peut-être que pour la saison prochaine, si on se dit, s'il y a une saison prochaine, si on se dit que les gens ont déjà vu ce documentaire-là, qu'il y a de fortes chances qu'ils regardent le Tour de France qui arrive, refaire un petit point en début de série, comme tu disais, voilà, ça c'est un classement, ça c'est un classement, ça c'est un classement, voilà comment ça se déroule, il y a tant d'étapes, cette année le Tour il part d'ici, il fait ça va plutôt être un tour basé pour les coureurs très très forts en montagne, voilà quoi, enfin... Ça permettra de faciliter tout ça, et puis peut-être aussi qu'ils auront un peu plus de chance au niveau des insides. Peut-être que ce documentaire avait aussi pour but de montrer patte blanche, et que d'autres équipes ouvriront leurs portes, parce que par exemple UAE, alors on sait qu'ils verrouillent un peu la com UAE, mais là Pogacar, on le voit qu'à travers les interviews de fin de course, Ouais. et quand même super dommage là que sur ce duel, c'est frustrant. Hein. voilà, on l'est pas plus quoi, on l'est ne serait-ce pas qu'au micro pour en parler à peine plus que ce qu'il a pu donner en fin d'interview. Après, franchement, moi je suis UAE. Et en plus, voilà, on sait que le vélo, des fois, aujourd'hui, avec les gains marginaux, entre parenthèses, guillemets, tout ce que vous voulez, c'est pas toujours facile d'ouvrir ses portes parce qu'on n'a pas forcément envie que les autres sachent ce qu'on fait dans nos équipes, notamment pour que nos coureurs soient meilleurs que les autres. Niveau matériel, position, etc., bien sûr. Peut-être que là, ça permettra à d'autres équipes de s'ouvrir, et je comprends UAE au vu de ce qui a pu être, par exemple, mis sur la Movie Star, qu'on n'ait pas eu, qu'ils n'aient pas ouvert leurs portes, mais ça reste dommage. Donc, ouais.
J'espère que ce sera une bonne carte de visite pour eux. Ouais, je suis d'accord. Juste, je voulais dire, moi, pour avoir eu les réactions de gens qui ont regardé la série et qui ne connaissaient pas le vélo, tu vois, c'est bien symbolique de ce qu'on a dit. On m'a demandé plusieurs fois, mais en fait, pourquoi c'est pas Van Aert qui a été désigné comme enfin, pourquoi c'est pas Van Aert qui a gagné le Tour de France? Ils le décrivent comme tellement fort, etc. Et c'est vrai que, bah voilà, tu sais pas trop qu'il y en a, c'est des sprinters, il y en a, c'est des punchers qui passent bien la montagne, mais ils sont trop justes pour gagner le général. Enfin, voilà, pour moi, il va falloir choisir et c'est dans les pistes d'amélioration. Alors, moi, j'en avais deux, donc tu en as cité une qui va être tous les inside, et ça, c'est un truc vraiment que j'aimerais voir. La deuxième piste, en fait, pour moi, il va falloir faire un choix dans la série, en fait, entre continuer à faire une série pour des gens, finalement, qui ne suivent pas forcément le vélo, et dans ce cas, très bien. Moi, j'ai rien contre ça, finalement. Moi, une série pour des gens qui connaissent bien le truc, ça apporte pas forcément grand-chose. Donc voilà, ils continuent en tout cas à faire une deuxième saison pour un public, voilà, à qui il faut faire découvrir le cyclisme et la grande boucle, pas de souci. Mais dans ce cas, voilà, il faut vraiment un peu expliquer les règles, expliquer ce que c'est que cette compétition, comment ça fonctionne, voilà, être plus pédagogue. Par contre, s'ils choisissent de s'orienter plutôt sur une série, voilà, pour des gens aguerris qui connaissent le Tour de France et qui veulent en savoir plus, et ben effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Finalement, on connaît la course, on la suit, on regarde toutes les étapes, on s'inflige même des 5 heures devant des étapes de plat où il se passe rien. Donc c'est vraiment qu'on est amoureux de ce sport. Et ce qui pourrait aller plus loin pour des gens comme nous, c'est effectivement tous ces insides, toutes ces choses à côté qu'on voit dans la série, par exemple sur la Movistar. Et bon, Movistar, il y a peut-être que ça des insides d'ailleurs. Donc, mais voilà, moi c'est ce que j'aurais aimé voir. Non, mais c'est ce qui m'a manqué finalement des équipes. C'est tout. Le cyclisme, on a tendance à se dire souvent c'est le plus fort qui gagne, t'appuies sur les pédales et basta quoi. Et puis en fait t'es le plus fort, tu gagnes. Et pas du tout, le cyclisme pro, les niveaux sont tellement proches que c'est des stratégies. Et puis les mecs c'est des humains, des fois il y a des trucs qui marchent dans la tête, qui marchent pas bien. Il y a des équipes, ça se passe pas bien, ça se passe bien. Enfin voilà, il y a plein de choses à mon avis. Et là on a eu quelques bribes, mais moi je suis vraiment resté sur ma faim. Et si ils veulent davantage nous conquérir, nous finalement les suiveurs de vélo, et ben moi je pense qu'ils devraient aller davantage là-dedans. Alors après, voilà, en tout cas, voir ce que les équipes veulent bien accorder ou pas aussi. Mais s'ils l'ont fait sur la série sur la Movistar, c'est peut-être possible à faire sur les autres séries, parce que finalement, nous derrière la course, on la connaît, et puis on sait que des fois, il y a des trucs qui ont été scénarisés où en fait, voilà, il n'y avait pas forcément une grande bagarre, où il n'y avait pas forcément un moment si épique que ça à ce moment-là. Donc voilà, pour moi, d'amélioration, c'est principal, c'est de faire un choix sur la cible qu'on cherche et bien adapter le discours et le storytelling en fonction de cette cible. Eh bien, très bien, Titien. Je pense qu'on a fait un point complet sur cette série, donc que vous pouvez retrouver sur Netflix. Elle est dispo depuis la semaine dernière. On vous l'a dit, 8 épisodes, à peu près une quarantaine de minutes par épisode, 2 par soir. En une semaine, c'est fait, même pas. Hein, donc voilà, on vous encourage quand même à aller la voir. Hein. Moi, si je devais donner une note, je dirais quand même 3 étoiles et demie sur 5, un truc comme ça, 3 étoiles et demie. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'était agréable, et je la conseille quand même, hein, même aux gens qui aiment le vélo. Ne serait-ce que pour qu'ils se fassent un avis aussi, et puis peut-être pour que j'entende. D'ailleurs, comme tu le disais, Titien, n'hésitez pas à le dire en commentaire dans la vidéo, mais pour que j'entende peut-être aussi d'autres personnes qui vont me dire ouais, mais ça, tu vois, t'es un peu dur parce qu'il y a ça et tout, et je me dis ah ouais, c'est vrai, peut-être que j'en attendais trop ou autre, peut-être que si je la re-regarde dans 6 mois, là, quand ce sera le trou de vélo, je serais bien content. Enfin, voilà, donc ouais. Voilà, je sais pas si t'as un petit mot à ajouter, et puis on va clôturer. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, 3,5, même 4. En fait, voilà, enfin forcément, on est là pour se concentrer un peu sur les trucs aussi sur lesquels on aurait aimé voir les choses un peu autrement, mais il faut rien enlever au fait que c'est super que Netflix ait décidé un peu de mettre son nez là-dedans et de promouvoir via le Tour de France le cyclisme. Moi j'en suis très content, j'ai passé quand même un super moment, pour vous dire, pas que pour le podcast, hein, mais j'ai regardé la série je pense en 3 jours, parce que c'était un vrai plaisir, mine de rien, de profiter de ce spectacle. Et voilà, donc voilà, on a dit des choses parce qu'il fallait les dire, et parce que voilà, on pense que c'est améliorable pour les prochaines éditions, vu qu'il y en aura sûrement. Et allez la voir si vous ne l'avez pas vue, vous allez forcément passer un bon moment, et puis ça va vous aider sûrement à profiter de ces 2 semaines avant le prochain tour. Donc voilà. Merci à Netflix d'avoir fait ça quand même, et puis voilà, c'était un sacré chouette quand même d'avoir ça. Et puis moi, ça m'a fait découvrir et ça m'a fait aimer Geraint Thomas, coureur qui m'avait souvent laissé un peu froid, mais je sais pas, je l'ai trouvé hyper intéressant dans la série.
Voilà, ça me l'a fait découvrir sous un angle nouveau et je trouve que c'est un mec plutôt juste et très, très sympa. J'avais envie de le dire parce que c'est un truc qui m'a marqué, voilà. Non, mais voilà, c'était chouette à voir. Parfait, eh bien merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis aujourd'hui. Encore une fois, si vous nous découvrez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like aussi. C'est cool, ça va faire monter la vidéo, ce sera top. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a sortie la semaine dernière sur la triple couronne entre Anctil, Merckx et Ino, qui est très sympathique. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, messieurs, merci pour ce moment. On se retrouve nous tout bientôt, soit dans la semaine, soit début de semaine prochaine, pour l'étape où tout va se jouer sur le Tour 2023. Restez connectés, prenez soin de vous, pensez à vous alimenter. Ciao, ciao. Salut, bye bye.